À tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des lundis de l'esthétique. Bonne nouvelle, le dernier numéro des nouvelles esthétiques est sorti. À l'intérieur, nous vous avons concocté un dossier spécial corps, test de soins, soins manuels, technologie, témoignages, parcours client, sport, nutrition. C'est un dossier extrêmement complet. Je vous souhaite une excellente lecture de ce dernier numéro. Aujourd'hui, dans ce lundi de l'esthétique, nous allons parler de l'IPL. Comment faire le bon choix? Pour préparer ce live, nous vous avons interrogé sur les demandes les plus récurrentes lors de l'acquisition d'un IPL. Donc voilà vos principales demandes: la performance, la sécurité, la fiabilité, la durabilité de l'investissement, la rentabilité de l'investissement. Nous allons voir ensemble tous ces points de contrôle qui vont vous permettre de répondre totalement à vos attentes, de satisfaire vos clientes et de voir s'envoler votre chiffre d'affaires. Et pour répondre à toutes ces questions, c'est simple, hein, on a fait appel au meilleur, au plus grand expert en lumière pulsée depuis 18 ans. Il s'agit de Thomas Gruot, qui est expert nouvelles technologies pour Kairos. Bonjour Thomas. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, bonjour Thomas, ça va? Bienvenue. Bonjour là, ça va très bien, merci. Ça y est, content d'être là. Et voilà, prêt à répondre à toutes les questions sur l'IPL? Avec grand plaisir. Alors, chez vous, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Thomas répondra à tout. Allez, c'est parti. On entend beaucoup parler de balayage. Qu'en est-il réellement et comment est-ce qu'on peut comparer ça aux autres applications? Alors, je vais commencer par un grand warning. Un warning de blabla commercial et un peu de marketing. Hein. Pourquoi? Parce que quand on voit marqué balayage, rafale, InMotion, DPL, SHR, ScanMotion, Oui. et bien tout ça, en fait, ça veut dire exactement la même chose. Hein. On est tous bien d'accord. C'est le fait d'appliquer la lumière en faisant des petits allers-retours, en envoyant de petites impulsions qui vont progressivement monter la température du poil. Donc, quand vous voyez nouvelle technologie, enfin le seul appareil, non, tout ça, c'est du blabla commercial. Tout ça, ça parle de la même chose. De cette façon d'appliquer la lumière. C'est une technologie qui n'est absolument pas récente, hein, que ça existe depuis plus d'une dizaine d'années. Hein. Ce sont les Israéliens qui avaient eu l'idée de ce type d'application. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut, je dirais, un petit peu reposer les choses. Donc il n'y a rien de nouveau, ne pas se faire avoir, je dirais, par ce côté un peu commercial, marketing. C'est pas nouveau, tous les appareils, hein, plus de 90% des appareils le proposent, hein, donc il n'y a pas d'exclusivité. Donc c'est quelque chose de très basique. Et puis surtout, je voulais effectivement mettre un point un peu technique sur ce balayage qui a un avantage et qui a, comme toute technologie, des limites. Et je voulais faire une petite comparaison entre le balayage et la mono-impulsion, qui est la technologie qui se rapproche le plus d'une application type laser, donc avec une certaine efficacité. Donc les avantages du balayage, ça va être le fait que ça ne fait pas mal parce que c'est une montée très progressive de la température. Ça va avoir un avantage, c'est qu'on va faire beaucoup plus de flash avec un applicateur parce que les flashs sont plus petits en termes d'intensité, moins puissants. Il y a aussi donc naturellement une sécurité au niveau de la peau, surtout pour les peaux qui sont bronzées à cause du soleil. C'est d'ailleurs pour ça que les Israéliens l'avaient conçu, parce qu'eux sont confrontés à cette problématique avec récurrence. Et pour les grandes zones, on va un petit peu plus vite. Bon, alors déjà, les grandes zones, ce n'est pas les zones qu'on applique le plus, mais malgré tout, voilà, c'est un point positif. Par contre, ça a des inconvénients. Et dans les inconvénients, on a le premier inconvénient qu'il faudra minimum 2, 3, 4 séances de plus, 5 séances de plus que si on avait une application en mono-impulsion. Donc, c'est le premier point. Donc, on est en perte de rentabilité, en fait, hein, puisque c'est le temps cabine qui est le plus important. Le deuxième point, c'est qu'on n'arrivera pas du tout à une perte de plus de 90-95% de la pilosité. On va tourner plutôt au niveau des 70-80% de pilosité qui va disparaître. Et enfin, comme on va abîmer une partie de la pilosité, il va y avoir une espèce de cycle de repousse et c'est pour ça que souvent on entend parler de cet entretien. Alors les gens ne comprennent pas souvent pourquoi ça fonctionne moins bien et il y a une explication qui est très simple. Vous regardez toutes les études, laser ou IPL qui existent, elles vont toutes dans le même axe qui est que le poil doit monter à plus de 70 degrés de température pour détruire la racine. Si ça n'arrive pas à 70 degrés, on a un mauvais traitement.
Mais à 70 degrés, il y a une réalité, c'est que le système nerveux, lui, réagit. Donc, il donne une information de douleur. Donc, la réalité, elle est toute simple, c'est que s'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de montée en température. S'il n'y a pas de montée en température, il n'y a pas de destruction de la racine de façon efficace. Voilà. Donc, oui, certes, d'un côté, c'est confortable et c'est hyper sécurisé. Par contre, de l'autre côté, on est sur une technologie qui n'a pas du tout la même qualité de traitement et la même finalité de traitement que sur de la monoimpulsion, qui maintenant est très bien maîtrisée et sécurisée aussi. D'accord. Mais on entend parler de la radiofréquence pour améliorer les résultats de l'IPL. C'est vrai, c'est pas vrai? Alors, c'est complètement vrai, mais ça dépend. Mais oui. Donc, c'est complètement vrai selon le type de soin que l'on veut faire. Si on veut faire un soin de photorajeunissement où la cible, ce sont les fibroblastes, alors oui, la radiofréquence a tout à fait sa place puisqu'elle va simultanément de l'IPL envoyer une impulsion de stimuli auprès du fibroblaste et ça va relancer encore plus sa production de collagène. Je tiens d'ailleurs à dire que ce sont à nouveau les Israéliens qui ont été les inventeurs de cette technologie, qui l'avaient donc intégrée sur la partie photorajeunissement, mais pas sur la partie d'épilation. Or, il s'avère que les Chinois avaient trouvé cette idée pas mal. Ils l'avaient intégrée donc au photorajeunissement, à juste titre. Mais comme sur les appareils chinois, en fait, il y avait une particularité, c'est qu'on enlève la cartouche ou le filtre de dépilation pour mettre le photorajeunissement. Tout le monde s'est imaginé que mettre la radiofréquence pour l'épilation définitive était un plus. Or, ça va complètement à l'opposé de toute logique. Pourquoi? Parce que pour que la radiofréquence chauffe un élément, il faut qu'il soit conducteur. Donc la peau est conducteur, c'est pour ça que le métabolisme monte en température. Or, le poil, lui, il est à base de kératine, et la kératine n'est pas un conducteur. J'invite les centres qui ont des petites radiofréquences à essayer de faire monter leur ongle en température. Ils n'y arriveront pas, ça ne chauffera pas. Donc, c'est paradoxal parce que ça chauffe la peau quand on veut, avec l'IPL, pas chauffer la peau pour l'épilation définitive et ça ne chauffe pas le poil qui est le but. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, la radiofréquence pour le photorajeunissement, oui, un grand oui. Par contre, pour la dépilation, non, ça ne comporte véritablement aucun intérêt. Et au contraire, c'est contre-productif. Alors, on le voit bien, hein, l'IPL, ça explose. Il y en a de plus en plus en institut de beauté. Du coup, il y a de plus en plus de propositions de fabricants, distributeurs. Comment est-ce qu'on doit contrôler la provenance de l'appareil? Est-ce que c'est un point important à contrôler? Oui, alors effectivement, c'est pour ça que je vous ai proposé cette petite présentation. La première chose à faire lorsqu'on commence à échanger avec un distributeur, c'est de lui demander plusieurs informations. Hein, donc, bien évidemment, la plaquette, information technique. Mais il y a une information que tous les centres doivent demander, c'est la base, c'est une photo de l'étiquette signalétique. Hein, c'est la petite étiquette au dos de l'appareil que tous les deux appareils doivent avoir. Et sur cette photo, on doit retrouver les informations sur l'usine, sur la certification médicale ou pas. Et surtout, alors je donne une astuce, hein, pourquoi? Parce que souvent j'entends Made in France, Made in Germany, Made in Italie, Made in Espagne, quand la réalité n'est pas le cas, hein, c'est un petit peu malheureux, mais il faut le dire. Et pour le contrôler, c'est très simple, hein, vous voyez là sur cette étiquette que je vous ai fournie, eh bien, vous avez le fameux ECREP. Alors, qu'est-ce que c'est que ce ECREP? Quand vous voyez ça sur une étiquette, ça veut dire que obligatoirement l'appareil est fabriqué à l'étranger, en dehors de l'Europe. Pourquoi? Parce que chaque produit qui est fabriqué en dehors de l'Europe doit avoir ce qu'on appelle un représentant légal. Donc, s'il y a le fameux ECREP avec le nom d'une société et son adresse, ça veut intimement dire que l'appareil a été conçu et fabriqué en dehors de l'Europe. Donc ça fait vraiment partie des points qu'il faut demander et contrôler. Le fournisseur doit vous donner toutes les informations sur l'usine, le website, ce genre de choses, pour qu'effectivement, vous puissiez les contrôler. D'accord. Autre point de vigilance, le CE médical, est-ce qu'il est obligatoire pour l'IPL et comment le contrôler? Alors, à aujourd'hui, le CE médical n'est pas une obligation pour vendre et pour acquérir un appareil de lumière pulsée. Il le sera dans les années à venir. Ouais. Simplement, c'est vrai que depuis 2 ans, on entend de plus en plus ce fameux CE médical qui est mis en avant. Pourquoi? Parce que le CE médical, c'est avant tout une garantie pour le centre esthétique. C'est la garantie que l'appareil a été mieux conçu parce qu'il doit répondre à des normes qui sont beaucoup plus strictes. Donc, elle a été mieux conçue, les matériaux sont de meilleure qualité, sa fabrication est contrôlée et il y a un suivi de l'appareil. Je prends toujours un exemple qui est très concret.
c'est que le niveau de qualité qui est demandé pour un CE médical d'un appareil de lumière pulsée est le même niveau de qualité que pour un appareil respiratoire. Donc, vous imaginez bien qu'un appareil respiratoire, il a été conçu de façon à être irréprochable. Hein. Je donne un exemple. Souvent, un appareil respiratoire, quand on lui donne tant de pression d'air, on sait qu'il aura tant de pression d'air. Et bien, sur un appareil de lumière pulsée, qui a le CE médical, il a l'obligation d'avoir les bonnes puissances qui sont annoncées par la machine. Donc, avoir cette certification, c'est une fiabilité, une durabilité, et les usines doivent aussi passer des études cliniques. Ça aussi, ça aide beaucoup pour la qualité et le savoir-faire de l'utilisation. Donc, c'est pour ça que c'est un plus indéniable. Alors, pour contrôler si un appareil a un CE médical, je vous donne 2-3 astuces. Hein. Ce n'est pas grand-chose, hein, ça prend 5 minutes. Donc, à nouveau, on revient sur la fameuse étiquette signalétique. Et on pourrait revenir avant. Et effectivement, sur le document que l'organisme notifié doit vous donner. Donc là, en l'occurrence, c'est un organisme notifié qui s'appelle MedCert. Et on doit absolument retrouver 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est que vous avez les 4 chiffres qui sont les 4 chiffres qui sont liés à l'organisme notifié. On doit retrouver absolument... Non, remonter, c'était bon, merci. On doit retrouver absolument le nom de l'usine où est fabriqué l'appareil. Et sur le document de l'organisme notifié, il est impératif, effectivement, de retrouver le nom de l'appareil. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des usines qui ont la certification médicale, mais qui fabriquent des appareils qui n'ont pas le CE médical. Donc, il faut absolument que l'appareil soit bien notifié dans le document de certificat. Voilà. Et donc, pareil, lorsque... je viens vous changer de slide. Là, c'était l'exemple typique, c'est que le document est bon, l'usine a bien la certification. Simplement, comme on peut le constater, il n'y a aucun nom d'appareillage. Donc, on ne peut absolument pas savoir si l'appareil rentre dans la certification. Et ça va être la même chose pour le slide qui va suivre. Quand on regarde les étiquettes, il faut malgré tout faire attention. Si vous voyez sur une étiquette signalétique qu'il y a le CE sans les 4 chiffres, logiquement, ça veut dire que l'appareil n'a pas le CE médical, hein, ou il y a un doute. Ce n'est pas normal. Il faut absolument, la bonne signalétique, c'est celle du bas, c'est quand les 4 chiffres sont collés au CE médical. C'est pour ça que je vous ai mis des exemples juste après. Voilà, où des fois on retrouve ce genre de présentation avec le CE et les 4 chiffres un peu sur le côté, ou le CE, le logo de l'organisme, et les 4 chiffres à côté, ça, ce n'est pas des nomenclatures qui sont normales. Donc, ça peut permettre effectivement à nouveau le doute, et ça mérite de contrôler un petit peu plus en avant toutes les certifications. Enfin, derrière cela, il va falloir contrôler aussi, malgré tout, il faut le faire, que l'organisme notifié a bien l'accréditation pour délivrer du CE médical, parce que tous les organismes notifiés ne peuvent pas le faire. Donc, il faut aller sur tout simplement le serveur européen. Je mettrai ce lien en ligne en commentaire. Donc, ça permet effectivement de le contrôler par vous-même. Pourquoi? Parce que, comme on peut le constater dans le slide suivant, là, j'ai pris un exemple de ENC, qui est un organisme notifié, qui a donné une validation de CE médical, mais juste sur une norme magnétique, pas sur le CE médical, parce que ENC n'a pas cette réglementation, n'a pas le droit de faire cette validation du CE médical. D'accord. Donc, c'est quand même bien compliqué. Donc, pour résumer, il faut qu'il y ait le CE médical avec les chiffres collés et dans le bon sens. Ouais, c'est déjà un plus. Déjà là, c'est pas mal. Poser des questions, se renseigner, être le plus limpide possible, c'est déjà des points qui sont importants. En ce qui concerne le SAV technique, comment est-ce qu'on peut s'assurer de la qualité qui est proposée? Alors, sur le SAV, c'est toujours un petit peu compliqué, hein, effectivement, de mettre en avant une qualité de prestation. Tous les distributeurs feront de leur mieux. Combien de techniciens ils ont en interne? Est-ce qu'ils ont des techniciens sur toute la France ou pas? Parce que s'il n'y a pas de techniciens sur la France, ça veut dire des allers-retours de la machine, et c'est des pertes de temps qui sont souvent très importantes, parfois qui peuvent être très longues quand les appareils sont perdus par les transporteurs. On a tous connu ça à un moment ou l'autre. Donc ça, c'est vraiment un point qui est primordial, et effectivement, le savoir-faire des techniciens, mais ça, c'est vraiment un point qui est compliqué. Mais
véritablement, ça fait partie des questions qu'il faut poser puisque ça doit rentrer un petit peu dans le comparatif. Bah oui. Et des distributeurs qui font de la conception, est-ce que c'est possible? Ou Non, est-ce ça que c'est quand on est distributeur, on n'est que distributeur? voilà. On est soit on est en fait, il y a 3 niveaux. Vous avez l'usine, après vous avez l'importateur si le produit n'est pas en Europe ou en France, et après vous avez le distributeur. Chacun est à sa place et chacun fait ce qu'il doit faire. Après, il peut y avoir des retours. Oui, parfois, une personne va avoir une idée, va le remonter à l'importateur qui va le remonter à l'usine. Donc ça, c'est de l'échange d'informations. Mais un distributeur qui a pour but d'apporter et de commercialiser des produits ne peut pas se prévaloir d'être une usine. D'ailleurs, il suffit de regarder les codes APE. Hein. Quand vous avez un code APE d'un distributeur qui est commerce, parfum et cosmétiques, bon, ce n'est pas un code APE d'une usine. Oui, il n'est pas fabricant. Et pourtant, on parle d'appareils assemblés en France. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Non, mais que ça soit assemblé en France ou dans l'Europe entière, hein, ça n'existe pas puisqu'en fait, ce n'est pas rentable. C'est pas du tout rentable. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que soit vous avez une véritable usine qui va vraiment gérer la totalité des composants, qui va avoir 2-3 prestataires pour vraiment des savoir-faire très spécifiques et qui va monter entièrement, qui ne va pas assembler 3-4 pièces, ou sinon les produits ils arrivent directement de l'usine. Pourquoi? Parce que quel serait l'intérêt que l'usine envoie en 4 morceaux quand ils pouvaient le faire tout de suite avec une main-d'œuvre souvent plus abordable pour que ça arrive en 4 morceaux en France, pour que ça soit monté. Donc, c'est pareil. Toutes ces notions d'assemblage, ça n'existe pas. Et en plus, c'est même pas possible. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous assemblez, vous devriez rentrer dans une notion de fabricant et donc de changer de code APE. Enfin, il y a un tas de paramètres qui changent qui font que non, c'est pas. C'est pas possible. Possible, tout est possible, mais très, très compliqué et pas du tout rentable pour un importateur-distributeur. On a vu que c'était compliqué le SAV, mais de manière générale, comment est-ce qu'on peut identifier, avoir une idée de la qualité de service de l'entreprise? Alors ça, c'est pareil. Hein. Avec le SAV, c'est vraiment les points qui sont les plus compliqués parce que c'est vraiment du feeling, du ressenti. Il doit y avoir malgré tout quelques points qui doivent remonter. Par exemple, parce que c'est une formation agréée Calliope. C'est très compliqué d'avoir Calliope. Donc, si un distributeur vous propose une formation à Calliope, plus loin que le fait de se faire rembourser, c'est la qualité, hein, parce que c'est des qualités de formation qui sont vraiment importantes. Ça doit être un point qui doit jouer en la faveur. L'expertise, alors l'expertise, c'est pareil. Il faut faire très attention à la notion d'expertise. J'entendais un confrère qui disait qu'il avait 12 ans ou 13 ans d'expertise. Non, il a eu un centre esthétique pendant 10 ans et puis depuis 2 ans, il revend du matériel. Donc, il n'a pas d'expertise à l'importation et à la gestion du SAV et à tout ce qui en découle. Donc, ouais, mais là, c'est impossible de savoir ça. C'est des questions. Feeling, mais tout le job du commercial, c'est d'avoir un bon feeling. C'est d'avoir un bon feeling, tout à fait. Non, c'est des questions qui sont importantes, qu'il faut poser, mais à laquelle on sait pertinemment que on n'aura pas de justesse en termes de réponse. C'est pas technique, donc c'est effectivement du feeling. Malgré tout, ça doit remonter au bout d'un moment en accumulation d'une petite information par-ci, d'une petite information par-là, qui s'accumulent, qui font que au bout d'un moment, le choix va s'orienter vers tel ou tel fournisseur parce qu'on s'est bien rendu compte que dans la globalité, il y avait quand même une expertise globale et un service global qui est quand même plus important. D'accord, donc on doit faire un mix entre l'ancienneté du distributeur et les retours que l'on a et son propre sentiment, en fait, c'est ça. Oui, tout à fait. Alors, au niveau des retours, je fais un petit guillemet malgré tout. C'est que moi, je trouve ça super sur Facebook, sur les groupes, de voir l'expertise et les échanges. Et c'est vrai que ça fait avancer beaucoup les choses. Je tiens juste, par contre, à faire une petite bémol qui me titille un tout petit peu. Donc, je saute et je le dis. Je suis très heureux de voir des esthéticiennes qui ont acheté des appareils depuis 2 mois, 3 mois, 6 mois et qui disent « Ah, c'est super, je vois les poils tomber, c'est génial, je suis très heureuse. » Et j'en suis ravi et j'espère que leur achat sera exactement à la hauteur de ce qu'ils attendent. Simplement, il faut savoir que vous prenez l'appareil, le pire appareil du monde. Au bout de 3-4 mois, tous les poils vont tomber et vous allez tous trouver ça que c'est super. Sauf qu'en fait, c'est juste des cycles où les poils vont tous tomber quoi qu'il arrive. Mais en fait, pour vraiment connaître la qualité de son appareil, il faut au moins avoir 2 ans d'utilisation pour avoir vu des cycles complets. Donc,
Quand une esthéticienne a l'appareil depuis moins de 2 ans, qu'elle dit j'ai eu une bonne formation, j'ai eu un bon feeling, j'ai eu un problème technique, ils ont été interactifs, ce genre de choses, ça là, oui, il n'y a pas de souci. Par contre, dire je sais que j'ai un appareil qui a de bons résultats, en moins de 2 ans, c'est quand même un petit peu plus compliqué parce qu'on n'a pas fait suffisamment de clientes sur la totalité. Donc, on ne sait pas, est-ce que ça sera en 8 séances, 9, 10, 15 séances, est-ce qu'on aura détruit 60 ou 70 ou 80 ou 100% de la pilosité? C'est là où je fais un petit bémol et qu'il faut vraiment Oui. voilà, Alors, oui aux avis, ok, super. Important, très important. Mais vraiment, depuis combien de temps est-ce que vous utilisez la machine? D'autre part, oui, on a eu des retours d'applicateurs qui font 200 000 flashs et d'autres qui font 2 millions de flashs. Ouais. Comment est-ce que c'est possible d'avoir deux extrêmes? Voilà, alors, on va revenir un peu sur la notion du balayage. Et alors, je vous prie de m'excuser, je ne suis pas infographiste, mais je vous ai pris comme quelques images. C'est très bien. Donc, j'ai pris un exemple, un parallèle pour vraiment vous expliquer. Donc, d'un côté, vous avez la lampe xénon. Et on va dire qu'elle a une capacité énergétique. Hein. Par exemple, on va dire qu'elle a 500 000 joules de capacité énergétique. C'est juste pour se donner un chiffre. Hein. Bien évidemment, ce n'est pas la réalité. Et je l'ai fait une comparaison avec un moteur qui, lui, ce n'est pas une énergie lumineuse, mais c'est une énergie cinétique, hein, mécanique. Et on va dire qu'il a 300 000 km de potentiel. Voilà. Donc, c'est pour faire la comparaison. Maintenant, tout va dépendre de comment on va utiliser notre moteur ou notre lampe flash. Donc, c'est pour ça que si on regarde, voilà, à présent, la façon de l'utiliser. Donc, la première solution, je roule tout tranquille, 1500 tours minute, je ne monte pas dans les tours, je ne force pas sur mon moteur. Bah là, on a un moteur qui pourra faire 300 000, voire beaucoup plus. On a des exemples. J'ai une conduite un petit peu active, hein, je suis à 3500 tours. Naturellement, je consomme plus d'énergie, je sollicite plus mon moteur. Il ne fera que 200 000 tours, 200 000 km avant de rendre l'âme. Je suis vraiment dans une conduite ultra sportive, tout le temps à pousser les rapports au maximum avant de passer à la vitesse. Hein. Bon, de moins en moins avec les boîtes de vitesse automatiques, mais à l'ancienne, j'ai envie de dire, et ben là, le moteur, il ne fera que 100 000 km. Et je suis un sportif, je fais du circuit tous les week-ends, donc je suis en zone rouge tout le temps. Bon, le moteur, il ne fera que 50 000 km. Donc, on comprend bien avec cette image que plus on va solliciter au quotidien en récurrence le moteur, moins il aura de capacité à faire de kilomètres. Maintenant, on va faire un parallèle. Voilà, tout simplement, parce que ça va être exactement la même chose avec le tube. Mon tube, si je lui demande des flashs de 5, 6, 7 joules, je le sollicite très peu. Donc, il va me faire 1 million de flashs, voire 2 millions de flashs, c'est tout à fait possible. Si je le sollicite un peu plus à chaque fois que je fais un flash, mais que je lui demande du 10, 11, 12 joules d'énergie, il va en faire que 500 000. Et si je commence à taper dans des énergies très fortes à 20 joules d'énergie, il va m'en faire que 250 000. Et puis, si je vais sur des énergies qui sont au-delà des 20 joules d'énergie, il m'en fera peut-être que 100 000 flashs. C'était exactement la même chose. Et en fait, on en revient sur un parallèle avec le balayage. Le balayage, comme vous avez pu le constater, hein, souvent ceux qui mettent le balayage en avant, ils disent l'avantage, c'est qu'on peut faire beaucoup de flashs. Oui, d'accord, alors je peux faire beaucoup de flashs, mais c'est des flashs de 5 à 10 joules qui ont peu d'efficacité, où je vais avoir des résultats qui ne seront pas les meilleurs, et naturellement, je ne serai pas dans l'optimisation de la satisfaction clientèle. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment faire la part des choses et se dire où je vais. Et en fait, donc, si on fait un comparatif, voilà ce qui va se passer. C'est que là, j'ai fait une courbe qui est à peu près dans la réalité, à 10-20%, parce qu'il y a des variations selon la qualité des tubes. Mais par exemple, si vous faites des flashs qui vont jusqu'à 30 joules, vous en ferez 100 000. Si vous faites des flashs qui font 20 joules, vous allez tomber à 200-250 000. Si vous faites du 10, 12, 13 joules, vous serez dans les 500 000 flashs. Si vous êtes en 6-7 joules, vous serez effectivement au million sans aucun problème. Donc, plus il y a une perte de puissance, et donc naturellement une perte d'efficacité, comme on l'a vu tout à l'heure avec le balayage, plus on augmente le nombre de flashs que l'on peut faire avec son consommable. Donc, il ne faut absolument pas prendre ce paramètre comme étant un paramètre qui a un avantage, parce que c'est plus en réalité mettre en avant le fait qu'on a un appareil qui génère des petits flashs avec des petites impulsions et qui n'arriveront pas à une qualité haut de gamme de traitement. D'accord. Mais alors, du coup,
quand un distributeur nous annonce des puissances de 20 joules et d'autres parlent de 50 joules ou de plus. Là, on en pense quoi? Alors là c'est intéressant puisqu'effectivement, là, c'est encore un deuxième paramètre. Hein, parce que les joules, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, c'est la quantité d'énergie. Hein. Je dirais que c'est un peu comme 20 joules, c'est un peu comme 20 litres. Donc, c'est la quantité d'énergie. Mais la puissance, c'est la façon que l'on va avoir d'utiliser ces joules. Donc, la puissance, hein, c'est les joules divisés par le temps. Et là, ça nous donne la vraie puissance qui sont les watts. Hein. C'est le schéma que vous avez devant vous, c'est vraiment le schéma. La puissance, donc ce qui va créer l'impact, c'est la quantité de lumière, donc la quantité de joules que l'on va envoyer dans un laps de temps le plus court. Et cet impact est calculé en watts. Et donc, si on regarde bien, en faisant une comparaison entre deux appareils, imaginons que j'ai un appareil qui fasse 20 joules d'énergie et que je l'envoie ces 20 joules en 20 millisecondes, ça c'est un très bon réglage en termes d'efficacité, et ben, je vais avoir 1000 watts au centimètre carré d'énergie. Et d'un autre côté, j'ai un appareil qui est annoncé à 50 joules d'énergie, mais ces 50 joules, ils sont envoyés en 100 millisecondes, c'est un exemple, je n'aurai que 500 watts. Donc, j'aurai 2 fois moins d'énergie en réalité. Donc, la réalité des choses, et ça c'est une erreur, j'ai envie de dire, de la part des distributeurs, c'est qu'en fait, on n'aurait jamais dû communiquer sur les joules, qui ne sont qu'une partie du paramètre, mais on aurait dû communiquer sur les watts par centimètre carré, qui est la vraie puissance que peut générer une IPL. Et pour donner un ordre d'idée, un laser de type alexandrite, hein, qui sont quand même des lasers très puissants, pour l'épilation, ils utilisent en règle générale des puissances qui naviguent entre 30 et 40 joules. Donc un laser, s'il est entre 30 et 40 joules, autant vous dire qu'une IPL, elle ne monte pas à 50 joules en puissance effective. Alors en puissance diluée, oui, on peut envoyer 50 joules, même 100 joules, mais c'est de la puissance diluée qui, effectivement, a beaucoup moins d'interaction, voire pas du tout. Mais alors, ça veut dire que je vais acheter un IPL, je me renseigne sur le nombre de watts. En fait, c'est la vraie puissance. Et ça, mon fournisseur, il doit me répondre du tac au tac. Je ne sais pas, c'est que vous achetez une voiture, vous demandez combien fait de chevaux la voiture. Normalement, non, mais normalement, il ne doit pas y avoir d'hésitation. Il ne doit pas nous répondre en joules ou essayer de nous embrouiller. Non, il doit répondre du tac au tac. Si c'est un pur technicien, il va vous parler des chevaux et des chevaux et du couple. Mais sur la lumière pulsée, la vraie puissance, ce sont les watts. Alors après, on peut rentrer dans des explications qui sont encore plus importantes, mais là, on va encore beaucoup plus loin. Mais connaître les watts par centimètre carré de son appareil, je dirais que c'est un peu la base, quoi. Voilà, non, mais donc ça, c'est une indication claire et on ne se laisse pas embrouiller par d'autres choses. OK. Est-ce que vous avez un dernier conseil? Oui, dites. Alors, en réalité, je vais prendre un exemple très concret. Des fois, j'entends des informations techniques, je lis des informations techniques qui sont des aberrations pour moi. 18 ans que je suis avec des ingénieurs, que je discute, et je vais donner un exemple. C'est comme si des fois, j'entendais des gens dire, bah voilà, moi j'ai un solarium, il fait 20 tubes, bah, il bronze mieux que votre solarium qui fait 50 tubes. Alors, n'importe quelle esthéticienne qui a fait sa formation, qui a eu un UV, va dire, bah non, un 20 tubes, ça ne peut pas bronzer aussi bien qu'un 50 tubes parce que ce n'est pas homogène, parce que les puissances, parce que voilà. Mais pourquoi? Parce qu'elles ont été formées au solarium, à la technologie du solarium. Et donc, ça leur paraît incohérent. Et effectivement, sur la lumière pulsée, il faut bien comprendre que c'est quand même de la haute technologie et qu'effectivement, il faut vraiment s'intéresser à la technique. Alors, c'est vrai que de prime abord, la technique n'est pas très intéressante, mais de toute façon, elle vous aidera dans l'utilisation. Donc, commencer à poser les bonnes questions techniques dès le départ dans la phase d'acquisition, c'est préparer la formation et l'utilisation de la machine ultérieurement. D'accord. Un dernier conseil pour bien choisir son fournisseur, sa machine? Je dirais des études cliniques. Pourquoi? Parce que si un fournisseur est capable de vous apporter des études cliniques sur la machine, hein, pas sur une autre machine, hein, bien évidemment, c'est une preuve indéniable de la compétence technique de l'usine. Parce que ça ruisselle, en fait, l'information. Hein. Donc, vous avez des études qui ont été faites, qui sont cadrées, qui sont mesurées dans des univers cliniques
Et plus il y a d'études comme ça, plus il y a une maîtrise de la technologie et de la réaction avec la physiologie. Donc, des études cliniques, ça, c'est définitivement un plus. Et puis, ça montre de la performance et du savoir-faire. Le CE médical… Juste avant de continuer, quand on demande une étude clinique, on ne demande pas un truc impossible. Normalement, ils l'ont tous. C'est public. Les études cliniques sont publiques. D'accord. Et normalement, ils l'ont tous fait. Oui, par obligation, ceux qui ont un CE médical. D'accord. Ceux qui n'ont pas de CE médical, eux, ils ne seront pas capables de vous apporter une étude clinique parce que ça coûte une fortune. Une petite étude clinique, il faut savoir, ça coûte presque 100 000 euros. Donc, toutes les usines sont pas… L'étude clinique. Ensuite, demander tous les documents sur la certification médicale, l'expertise de la société. Enfin, voilà, on en revient sur toutes ces grandes questions. Il faut vraiment avoir un listing complet. Il faut voir la rapidité de réponse et la clairvoyance et la transparence que le fournisseur a à vous apporter sur tout ça. D'accord. Donc là, c'est hyper clair sur l'IPL. Merci. Avant de se terminer, j'aurais une question par rapport au laser. On en entend beaucoup parler et pourtant, on peut lire que le laser ne pourrait pas être confié à une esthéticienne car, je cite, « L'épilation définitive au laser est un acte médical qui ne peut être délégué qu'à du personnel soignant, sauf si cela est précisé dans la loi, ce qui n'est pas le cas. » Donc, on pense quoi de ça ? Moi, je suis complètement d'accord sur le fait qu'un acte médical ne peut en aucun cas être délégué à une personne qui n'est pas dans l'univers médical. Ça coule de source. Simplement, là, il y a un mélange entre deux choses. D'un côté, une action, de l'autre côté, une technologie. Donc, l'action, c'est l'action de l'épilation définitive. Et l'action de l'épilation définitive, depuis 2019, elle est ouverte aux esthéticiennes définitivement. Et en 2020, la Cour de cassation l'a confirmé. Si ce n'était pas le cas, on ne serait pas en train de tous s'équiper en appareil de lumière pulsée. Donc, dire que l'acte d'épilation définitive est un acte médical, c'est une aberration en soi, je n'arrive pas à la comprendre. J'ai demandé à plusieurs intervenants de me donner des textes de loi, des articles sur cette position. À aujourd'hui, malheureusement, je n'ai eu aucun retour. Donc ça, c'est le premier point. Et après, le deuxième point, c'est la technologie. Donc, pour la technologie, il y a trois solutions. On a l'électrolyse, on a la lumière pulsée, on a le laser. Je ne vais pas parler de l'électrolyse qui est hors sujet. La lumière pulsée, il n'y a pas de décret. Il va arriver, il parlera que de la lumière pulsée parce que j'ai entendu des choses, mais ce décret ne parlera que de la lumière pulsée. Et après, sur le laser, en fait, on s'appuie sur quoi? On s'appuie sur le texte de 1974 qui dit que le laser est réservé aux médecins ou sous sa responsabilité. C'est pour ça que depuis 20 ans, je connais des centaines d'esthéticiennes qui pratiquent le laser dans des cabinets médicaux. D'accord. Et comment est-ce que ça, c'est possible avec votre solution Alphaline ? En fait, on a fait un truc tout simple, c'est qu'on a tout simplement réussi à créer une distance entre le médecin et l'opératrice en utilisant la télémédecine qui s'est complètement ouverte en 2019. Et depuis 2019, avec la télémédecine, un médecin peut à distance, donc avec un logiciel de télémédecine, valider un bilan, faire une prescription et faire un suivi de traitement, ce qui permet à un médecin à distance, donc, d'apporter sa responsabilité auprès d'une opératrice. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est tout simple. OK. Merci beaucoup, Thomas. Ça fait 18 ans que vous avez toutes les réponses sur la technologie et l'IPL. Et ben voilà, vous l'avez encore prouvé aujourd'hui. Merci beaucoup, Thomas. Vous pourrez revoir ce live sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 15h où nous allons parler de vous. Car souvent, vous travaillez avec passion, mais au point de vous oublier totalement. Et alors là, qui est-ce qui s'occupe de votre bien-être à vous? Parce qu'à un moment, c'est inévitable, vous allez vous décourager. Comment faire pour ne pas en arriver là? Comment s'en sortir? C'est ce que l'on va découvrir la semaine prochaine. Révélez-vous à 100% et passez à l'action sans plus tarder. C'est ce qu'aborderont avec nous Aurore Vental et Nelly Colomera de l'Académie Esthéticienne Performante. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain.